avant de commencer, j'aimerais annoncer les membres de le comité de démolition, également nos membres des services qui sont présents ce soir pour ce dossier qui touche la démolition et reconstruction à 6800 Boulevard de Cary, côté ouest de Cary, au sud de la rue Vizina. Parmi les membres de la comité de démolition présents, c'est Jamila Haj Hamou, Madame Isabelle Douma, Madame Malika Akawi et Madame Jacqueline Manuel. Parmi les membres du service présents est Lucie Bedard, la directrice de l'aménagement urbain et services d'entreprise, M. Sébastien Monceau, M. Dino Credico qui va faire la présentation et Frédéric Garcia, l'architecte du service qui est ici aussi pour répondre aux questions. On commence tout de suite et j'invite M. Credico de mettre en ligne la présentation et de l'expliquer aux membres et au grand public qui nous accompagne ce soir. Merci, M. Rattrand. Je vais faire ça tout de suite. Est-ce que vous voyez la présentation? Oui. Oui, merveilleux. Oui, ça marche. Donc, je vais débuter juste un petit instant. Okay. Donc, je vais commencer avec l'ordre du jour. La demande de démolition, ça vise le 6800 des Cary qui est situé au coin de Vizina. Donc, on a fait l'ouverture de la séance. Par la suite, il y a eu la présentation des membres, lecture et l'adoption de l'ordre du jour. Est-ce qu'on l'a fait, ça, la lecture et l'adoption de l'ordre du jour? Effectivement, oui, l'ordre du jour ce soir est sur l'écran du public, les points 3 et 4, explanation de les procédures et effectivement l'étude du dossier qui est devant nous autres, qui inclut 4 points, la présentation de la demande et l'analyse de votre service, les questions et commentaires du public s'il y a lieu, suivi par les questions et commentaires des membres du comité et finalement une décision du comité. Donc, je vous invite, M. Credico, d'expliquer les procédures et commencer la présentation. C'est beau. Donc, au niveau des procédures, la démolition d'un bâtiment est gérée par la loi sur l'aménagement et l'urbanisme à l'article 148.0.7 qui indique que toute personne qui veut s'opposer à la démolition doit, dans les 10 jours de la publication de l'avis public ou, à défaut, dans les 10 jours qui suivent l'affichage de l'avis sur l'immeuble concerné, faire connaître par écrit son opposition motivée au greffier ou au secrétaire trésorier de la municipalité, selon le cas. Avant de rendre sa décision, le comité doit considérer les oppositions reçues. Ces séances sont publiques. Donc, on est présentement en séance publique. Et également, il peut en outre tenir une audition publique s'il estime opportun. C'est ce qu'on fait actuellement. Donc, on a fait une période de consultation écrite qui a pris fin le 11 août. Je crois que, si ma mémoire est bonne, elle débutait le 28 juillet. Et en date d'aujourd'hui, ça se termine aujourd'hui. Au moment de faire la présentation, on n'avait reçu aucun commentaire ni question concernant ce projet. L'appel, lorsque le comité rend une décision, il est possible d'amener cette décision en appel. Donc, ce que la loi prévoit, c'est que toute personne peut, dans les 30 jours de la décision du comité, interjeter appel de cette décision devant le conseil. Tout membre du conseil, y compris un membre du comité, peut siéger au conseil pour entreprendre un appel interjeté en vertu du premier alinéa. Donc, le citoyen qui souhaite faire appel de la décision peut transmettre par écrit sa demande à la secrétaire d'arrondissement et le conseil d'arrondissement fixera une date pour entendre l'appel et les parties concernées. Donc, ce soir, le comité de démolition va rendre une décision concernant savoir s'ils autorisent ou ils refusent la démolition du bâtiment ou de la demande. Et par la suite, peu importe la décision du comité, tout citoyen qui se sent concerné peut interjeter appel à cette décision-là, comme j'ai dit, qu'elle soit positive ou négative, et ça va venir par la suite au conseil d'arrondissement de confirmer la décision ou de prendre toute autre décision qu'il juge pertinente. Donc, si on regarde au niveau de la procédure ou de l'échéance, bon, il y a une demande de démolition qui a été déposée déjà. Il va y avoir la décision du comité de démolition qui va se prendre ce soir avec ou sans condition. Comme je l'ai expliqué, par la suite, il y a une demande d'appel de 30 jours. Après cette demande de 30 jours, d'appel de 30 jours-là, si on n'a pas reçu
de commentaires ou d'appels ou quoi que ce soit, à ce moment-là, la décision du comité est confirmée. On n'a pas besoin d'aller au conseil d'arrondissement. S'il y a quelqu'un qui interjette appel, à ce moment-là, comme je l'ai expliqué, la décision finale revient au conseil d'arrondissement de prendre une décision avec ou sans condition. Et une fois que toutes ces étapes-là sont passées, le requérant dépose une demande de permis conforme et qui répond, si dans le cas où il y a des conditions, qui répond aux conditions émises soit par le comité de démolition ou le conseil d'arrondissement. Et cette demande de permis-là va être étudiée par la division des permis et il y aura la délivrance du permis de construction par la suite. Donc, le comité autorise la démolition s'il est convaincu de l'opportunité de la démolition compte tenu de l'intérêt public et de l'intérêt des parties en tenant compte des critères suivants. L'état de l'immeuble visé par la demande, la détérioration de l'apparence architecturale, du caractère esthétique ou de la qualité de vie du voisinage, le coût de restauration, l'utilisation projetée du sol dégagé, et la valeur patrimoniale de l'immeuble. Donc, à partir de ce moment-là, ces éléments-là vont faire en sorte à savoir si on a une opportunité de démolir, de réaliser un projet qui est intéressant pour l'arrondissement. Et ce projet-là, comme je l'ai expliqué un peu plus tôt, doit nécessairement être conforme aux dispositions réglementaires. Il y a l'intérêt du projet de remplacement, comme je l'expliquais, il va falloir voir s'il s'intègre dans le cadre bâti et, comme je vais le répéter, qui respecte les dispositions. Et si toutes ces conditions-là excusez-moi, si toutes ces conditions sont rencontrées, bien, à partir de ce moment-là, on donne l'autorisation de démolir le bâtiment et de construire le projet de remplacement. Donc, si on commence, c'est que nous, dans notre procédure, ce qu'on a fait, c'est qu'on a présenté la demande de projet de remplacement et la demande de démolition en avis préliminaire au CCU lors de notre CCU du 26 mai 2021 pour avoir un petit peu les orientations et les directions du comité. Donc, les principaux points qui ont ressorti de cette rencontre-là, c'est que la couleur pâle des matériaux ne fait pas l'unanimité au niveau des membres. Certains apprécient la couleur qui amène un contraste avec le bâtiment voisin, qui a une couleur plus foncée. D'autres trouvent que ce n'est pas idéal puisque la saleté peut s'y loger facilement et sera plus apparente, surtout sur un bâtiment aménagé sur le boulevard des Caries. Les membres soulèvent également leurs préoccupations concernant l'architecture du bâtiment. Les membres trouvent que le verdissement du site est insuffisant, donc on demandait à ce que le requérant propose un verdissement d'une partie du toit. Les membres sont inconfortables avec l'implantation du bâtiment proposé qui n'est pas aligné avec le bâtiment voisin du côté de la ruelle. Ça, on va pouvoir l'illustrer un peu mieux pendant la présentation. Ils proposaient donc que le projet soit modifié pour rendre le tout plus cohérent, qu'on ait un ensemble cohérent. Donc, on a un alignement des murs qui donne sur la ruelle. Et il y avait également la problématique de la gestion des déchets qui ont été abordés. Cette question-là sera évoquée ce soir. On va l'aborder légèrement, mais vous allez voir qu'au courant de la présentation, on va l'indiquer dans certaines conditions, pas dans certaines conditions, mais dans des conditions pour l'émission du permis. Donc, on passe à l'étape de présentation de la demande et analyse de la direction. Donc, si on regarde le terrain où il est situé, il est sur le boulevard des Caries, à l'intersection de la rue Vézina. Donc, c'est un bâtiment, comme on peut voir, de 2 étages, à côté d'un bâtiment de 6 étages qui fait le front de l'îlot sur des Caries. Si on regarde de plus en détail ou plus en détail le quartier, donc on peut voir que le secteur, c'est un secteur sur des Caries où on est en transformation, particulièrement sur le côté est du boulevard des Caries où il y a le projet Westbury. Donc, on voit qu'il y a plusieurs éléments qui vont se développer à cet endroit-là où on va avoir une plus forte densité. Et on voit à côté le bâtiment sur des Caries qui a déjà un bâtiment de 6 étages. Donc, la tendance est à la densification et avoir des bâtiments d'habitation. Un autre élément qu'il faut prendre en considération, c'est que ce bâtiment-là ou ce terrain-là est adjacent à un secteur d'habitation résidentielle de faible densité, 1 ou 2 étages. Donc, c'est des éléments qui doivent être pris en considération. Pour avoir une meilleure illustration, bien, comme je l'expliquais, on a notre bâtiment de 2 étages qui est séparé par la ruelle des bâtiments de faible densité sur la rue Vézina. Et on voit le secteur en haut à droite, c'est tout le secteur
qui, si on veut, longe le long de l'autoroute des Caraïbes. Donc, en résumé, le bâtiment qui est visé par la demande de démolition, c'est un bâtiment qui est construit en 1957. Les usages autorisés actuellement, c'est commerce et services de moyenne intensité, restaurant rapide, commerce lourd et habitation. Le bâtiment existant à une hauteur de 2 étages qui est dérogatoire à la hauteur minimale prescrite. La hauteur minimale prescrite pour ce bâtiment-là, cette propriété-là, est de 3 étages. L'alignement est en recul par rapport à l'alignement établi. Si on regarde le bâtiment voisin de 6 étages, on voit que le bâtiment de 2 étages est fortement en recul. Ce n'est pas conforme au règlement, à la réglementation également. On a un stationnement en cours avant qu'on n'a pas été capable d'établir sur des droits acquis. S'il n'y a pas de droits acquis, ce stationnement-là est également dérogatoire. L'édifice, si vous voulez, est utilisé à des fins de location à une compagnie informatique pour entreposer ses serveurs. Et comme je l'ai mentionné, on est adjacent à un secteur d'habitation de faible densité sur Vézina. Donc, parmi les études qu'on a demandées ou parmi les critères ou les conditions à prendre en considération, il y a une étude patrimoniale qu'on a demandée au requérant qui nous a fourni. Donc, selon cette étude-là, le terrain qui était à l'étude faisait auparavant partie d'une terre agricole qui s'est développée avec l'avenue du Tramway. Et bon, c'est l'avenue du Tramway. Et à partir de 1913, on voit que l'îlot commence à se transformer, à se subdiviser. Donc, ce qu'on voit à l'écran, c'est l'îlot en bleu qui a été subdivisé en 3 îlots pour permettre la construction de plusieurs bâtiments. Le bâtiment comme tel, comme je l'ai expliqué, de 2 étages, a été construit en 1900. Les travaux ont débuté en 1956, terminés en 1957. Et après l'inauguration de l'autoroute des Caraïbes, le cadastre du secteur est demeuré presque identique à celui d'aujourd'hui. Donc, il n'y a pas eu vraiment de modification depuis cette époque-là. Et comme je l'ai expliqué, le bâtiment comme tel, c'était voué à un usage industriel et commercial lourd. Donc, ça a principalement été utilisé à cette fin-là au courant de sa vie utile. Et la valeur historique est difficilement quantifiable, étant peu ou pas documentée, ce qui n'est pas inhabituel pour des bâtiments industriels ou de commerce lourd qui sont situés sur des quairies. Au niveau de la valeur historique, c'est très difficile à établir parce qu'il n'y a pas eu rien de suivi par rapport à ces bâtiments-là ou à la construction de ces bâtiments-là. Si on regarde juste ici pour avoir une idée du terrain ou des terrains ou du secteur qui était à l'époque, on voit une photo là, en haut, la 6. C'est près du métro, excusez-moi, c'est près du métro Namur. Donc, on voit que c'est un quartier champêtre. C'est la même chose près de Van Horn. Donc, on voit que c'est plutôt un verdissement avec des arbres, très peu d'habitations ou très peu de bâtiments qui sont construits. Donc, après 1943 ou à l'après-guerre, c'est là qu'on va voir que le boulevard des Caraïbes va se développer de plus en plus. Et en bas à droite, on voit une photo du bâtiment en 1961, quelques années après sa construction, qui ressemble étrangement à ce qu'on a aujourd'hui. Au niveau de la valeur contextuelle du bâtiment, bien qu'il soit situé sur le boulevard des Caraïbes, le bâtiment ne constitue pas un point de repère important. En effet, si on le compare, on a un petit bâtiment qui a une petite implantation au sol. Si on le compare à Westbury, qui est juste ici, donc c'est un développement en cours, donc ça va avoir quand même un effet beaucoup plus important que le bâtiment qui est ici. Il est cependant nécessaire de mentionner qu'en raison du niveau d'usure du bâtiment et de la valeur foncière qui grimpe, ainsi que le développement de la ville favorisant une clientèle de locataires dans ce secteur, plusieurs constructions de ce type ont été rénovées ou rasées afin de favoriser des logements résidentiels contemporains. Et l'importance historique ou symbolique de ce bâtiment au sein de la communauté n'a pas pu être qualifiée en raison de l'absence d'informations dans les sources consultées. Donc, on vient rejoindre un petit peu ce qu'on disait un peu plus tôt. Au niveau de l'état physique de l'immeuble, je vais passer rapidement dessus parce qu'on a demandé déjà une étude d'ingénierie qui va se pencher plus précisément par rapport à ça. Grosso modo, ce qu'on peut dire, c'est que la construction présente un état généralement faible. Les composantes de l'enveloppe sont en majorité de la brique et des insertions de bandes horizontales de pierre. Les fenêtres ne sont pas d'origine. Ils sont majoritairement en aluminium. Étant donné la vocation technique de l'immeuble, il est peu probable que les espaces intérieurs aient présenté un intérêt architectural. Les composantes d'origine qui demeurent en place dénotent un important degré d'usure en lien avec le temps. Et le recyclage de l'immeuble concerné est difficilement envisageable en raison de sa forme, de son implantation en fond de l'eau et de sa conception à vocation industrielle.
Pour toutes ces raisons, la conservation de cet immeuble dans son état physique actuel ne présente pas d'intérêt significatif. Au niveau de la valeur architecturale, excusez-moi. Oui, OK. Au niveau de la valeur architecturale, c'est que le bâtiment ne semble pas avoir subi de modifications importantes. Il est implanté avec un recul important par rapport au trottoir. Le bâtiment tranche avec l'alignement des bâtiments voisins. La façade principale est peu ornementée et présente une symétrie avec l'entrée principale centrée. La façade sur Vizina présente un aspect de grande sobriété avec quelques fenêtres ou persiennes. Et la façade ruelle ou arrière présente une marge de recul de 91 cm où on retrouve un escalier d'issue du deuxième étage et la façade de facture purement fonctionnelle ne présente aucune ornementation. À partir de ce moment-là, je vous inviterai à vous concentrer plutôt sur le tableau que sur le texte. Le texte, il vient reprendre les éléments qu'on vient de traiter. Le tableau illustre plus adéquatement, je considère, la valeur patrimoniale ou l'intérêt patrimonial de ce bâtiment-là. Selon les éléments qu'on a vus, bien, on voit que pour la grande majorité, les valeurs sont plutôt faibles, ce qui donne en bout de piste un intérêt patrimonial qui est plutôt faible pour ce bâtiment-là. Donc, il n'y a pas d'intérêt patrimonial à préserver des éléments ou le bâtiment comme tel dans le projet actuellement à l'étude. Donc, on va maintenant présenter l'évaluation de l'état général du bâtiment. C'est un extrait d'un rapport d'ingénierie qui nous a été déposé. Somme toute, ce que le rapport dit au niveau façon générale, c'est que la structure du bâtiment est relativement en bonne condition. Par contre, il ne respecte pas les normes de construction d'aujourd'hui, ce qui est tout à fait normal puisqu'il a été construit il y a une soixantaine d'années. Ce qu'on a noté, par contre, c'est que l'absence de membrane et d'isolant dans les compositions des murs rend le bâtiment peu efficient en énergie et prompt à l'infiltration d'eau. Ça peut être aussi dû au manque d'entretien qui serait la cause principale de cette infiltration-là. Et il y a la possibilité que le bâtiment soit contaminé par des champignons ou des moisissures. Le remplacement de tous les filets intérieurs est recommandé. Donc, ça, c'est la condition générale. Si on regarde plus en détail les défaillances architecturales, l'étanchéité de l'eau et des compositions des murs est défaillante. Donc, on le voit ici avec les photos. Puisqu'il n'y a pas de membrane à l'intérieur, effectivement, l'eau peut s'infiltrer facilement à travers les ouvertures ou les joints qui sont restés à découvert. On ne retrouve aucun contrôle thermique ni isolant dans les compositions des murs. Au niveau de la façade, c'est surtout au niveau de la marquise et du parvis. On voit encore sur les photos à droite qu'il y a quand même des fissures ou des ouvertures entre les joints de briques qui permettent l'infiltration d'eau. Et on voit en bas à gauche que le parvis est quand même usé et craqué, soit par l'usure du temps ou par manque d'entretien. Donc, on voit d'autres défaillances structurales ici qui sont somme toute mineures ou légères ou qui ont peu d'importance. Sur les murs de fondation, on voit de légères craques et c'est la même chose pour le mur de briques qui compose la rampe d'escalier ou la cage d'escalier. Donc, ce sont des phénomènes qui sont somme toute mineurs, ce qui revient à dire que le bâtiment est quand même dans un état sain, relativement sain. Donc, l'extrait du rapport d'ingénieur arrive à la conclusion qu'il est pratiquement impossible de rescaper ou de réutiliser le bâtiment et de l'intégrer au nouveau projet. Je vais vous expliquer, là, je vais vous faire fi des conditions qui sont ici. Je les répète dans les autres diapositives, mais c'était juste pour illustrer qu'il était pratiquement impossible de réutiliser le bâtiment. J'ai également demandé un avis au contracteur qui arrive à la même conclusion. Ce qu'il rajoute, c'est que trop de renforts sont requis et impliqueraient de remplacer pratiquement 100% de la structure afin de rencontrer les normes de construction d'aujourd'hui. Donc, en effet, les travaux qu'il y aura à faire, bien, il faudrait démolir le revêtement de briques et des filets intérieurs pour isoler et décontaminer. Il faudrait remplacer les ouvertures, il faudrait démolir les murs, les façades sur Descaries et Vizina. Il faudrait déplacer et renforcer les colonnes principales. Le renforcement des poutres et des planchers eux-mêmes est possiblement requis. Il faudrait avoir des ajouts de murs de refaire, des murs porteurs qui viendraient couper une partie du volume intérieur pour assurer la stabilité latérale. Et puisqu'on a un nouveau bâtiment qui va s'amener jusqu'au boulevard Descaries, bien, il y aurait de l'excavation à faire en sous-sol et remplacer toutes les fondations. Donc, pour toutes ces raisons-là, et l'ingénieur et le promoteur arrivent à la conclusion que c'est impossible de restaurer le bâtiment à des fins d'habitation.
Et les coûts estimés de démolition et construction du nouveau bâtiment, on arrive à 4 213 000 plus taxes. Juste un autre élément aussi, c'est que si on disait d'une façon quelconque, c'était possible de réutiliser le bâtiment-là ou une partie de ce bâtiment-là, il faudrait tout de même passer au comité de démolition parce que, comme on peut voir, les travaux qui sont demandés, il faut démolir plus de 50% du volume des façades du bâtiment existant. À ce moment-là, on entre encore une fois dans une démolition, fait que on rentre dans une roue sans fin. Donc, ces éléments-là démontrent que ce n'est pas possible de préserver le bâtiment et de l'intégrer au nouveau projet. Donc, la conclusion, c'est qu'avec le constat de tous les travaux requis, la meilleure solution du point de vue économique et environnemental est de démolir le bâtiment existant. Vu les critères et objectifs visés par le nouveau projet, le design architectural de la bâtisse originelle sera perdu dans le processus. Comme elle est sans valeur, conserver et renforcer seulement la charpente du bâtiment est inutile. Cela poserait des défis énormes qui complexifieraient le projet. Le nouveau bâtiment sera beaucoup plus uniforme et performant énergétiquement qu'il serait possible de réaliser en intégrant le bâtiment existant. Il répondra également mieux aux besoins en évitant les contraintes architecturales. Donc, si on regarde la réglementation, comme j'expliquais, le bâtiment de remplacement doit respecter les dispositions réglementaires. Pardon. Donc, on voit les principales dispositions réglementaires à gauche. Donc, on a demandé une densité de 4,5, un taux d'implantation de 70 %. Par contre, puisqu'on est sur un coin de rue et qu'on veut venir marquer les coins de rue, il y a une disposition dans notre règlement qui permet de monter l'implantation à 84 %. Le bâtiment peut être implanté à la limite 0 arrière du terrain, ça veut dire qu'il peut être à la limite 0 par rapport à la ruelle. Et le bâtiment doit être occupé au niveau du rez-de-chaussée par un usage de la famille commerce, comme c'est indiqué à la disposition 3 en bas de l'écran. On permet un bâtiment d'une hauteur minimum de 3 étages à 6 étages avec une hauteur en mètres de 20 mètres. Donc, si on regarde le projet de remplacement, on a un taux d'implantation de 84 %. Une hauteur de 6 étages pour 19,75 mètres. Ça, c'est à l'exclusion de la cage d'escalier auquel on a le droit d'ajouter un 2 mètres supplémentaire. Une densité de 4,5. Le nombre de logements prévus est de 20. Un stationnement pour vélo, il y en aura 22. Aucune unité de stationnement comme l'autorise notre règlement d'urbanisme. Et il doit y avoir du verdissement sur le toit ou l'aménagement paysager sur le toit qui représente 15 % de la superficie du terrain. Et on n'est pas dans un secteur patrimonial. Dernier élément, c'est que si ce projet-là est accepté par le comité de démolition, avant de faire la délivrance du permis, le projet devra être soumis de nouveau au comité consultatif d'urbanisme pour évaluer les mesures prises pour limiter les nuisances causées par le bruit, puisque le terrain est situé sur le bord de l'autoroute. À cet effet-là, notre règlement prévoit des critères. Donc, au niveau des fenêtres et des aires de détente, quand je parle des aires de détente, c'est surtout les balcons, s'assurer qu'on respecte les niveaux de bruit permis par la réglementation. Donc, comme j'expliquais, on a le plan d'implantation qui occupe 84 % du terrain avec une légère marge arrière ou une marge de recul arrière d'approximativement 760 mm. Si on regarde au niveau du sous-sol, c'est principalement aménagé pour recevoir les unités de vélo. Comme j'expliquais, il y en a 22. Il y a les différentes salles mécaniques, une buanderie et également une salle à déchets qui est exigée, qui est prévue à cet endroit-là. Donc, les futurs résidents pourront, à partir de leur étage, pouvoir disposer de leurs matières résiduelles telles que le recyclage, compost et matières résiduelles, évidemment. Au niveau du rez-de-chaussée, on voit que c'est un espace commercial d'approximativement 197 mètres carrés. Le type de commerce qui s'en va là n'est pas encore déterminé. L'entrée pour le volet habitation se fait par la rue Vézina, près de la ruelle, et l'entrée commerciale se fait sur des carrés. Et on voit les cages d'escalier à l'extrémité en haut du plan. Au niveau des logements, c'est 4 logements par étage pour un total de 20. Donc, au niveau de la typologie des logements, on voit un logement de 2 chambres à coucher, 2 studios et une chambre à coucher. Donc, ce qui se répète à chaque étage. Donc, on peut voir ici cette typologie. On va avoir 50 % des logements qui vont être des studios, 25 % une chambre à coucher et un autre 25 % qui vont être des 2 chambres à coucher.
Au niveau du toit, bien, on va aménager une terrasse et comme j'expliquais, il va y avoir du verdissement sur le toit, un aménagement paysager. Donc, si on regarde au niveau des principaux, des élévations, on va avoir des élévations couleurs à chacune d'entre elles, sauf pour la ruelle. Si on regarde les matériaux qui sont proposés, c'est de la brique blanche avec des insertions métalliques gris et noires, donc qui va venir faire un contraste, comme je l'expliquais, avec le bâtiment voisin. Le bâtiment voisin est plutôt composé d'une brique charcoal et une insertion de brique brune. Donc, à partir de ce moment-là, on va avoir une insertion d'un nouveau bâtiment avec de la brique blanche et des insertions d'aluminium noir et gris, avec un rez-de-chaussée complètement vitré qui va être réservé pour l'espace commercial qui va s'installer à cet endroit-là. Au niveau de l'élévation sur Vézina, à ce moment-là, c'est plus le volet un petit peu plus, je dirais, résidentiel qu'on voit. Je vais vous montrer sur l'élévation. Donc, on voit qu'il y a des balcons à chaque étage pour chacun des logements. Et on voit aussi l'implantation du nouveau bâtiment par rapport au bâtiment de 2 étages sur Vézina. Donc, il ne faut pas oublier, comme j'expliquais, qu'il y a une distance de plus ou moins 4,26 mètres qui est la ruelle entre les bâtiments de 2 étages et le bâtiment de 6 étages qui désire s'implanter sur des carrés. Et l'élévation arrière, on va avoir une meilleure idée avec la perspective. Encore une fois, c'est de la brique blanche principalement sur la façade, sur le mur, avec des insertions métalliques au niveau du rez-de-chaussée, noir et gris. On va avoir une meilleure indication, comme on peut le voir ici, c'est du côté de la ruelle, si on regarde sur la photo à droite. Donc, on voit la brique blanche et les insertions métalliques qui sont poursuivent le long de la ruelle. Et on a ici une vue d'ensemble du projet avec les balcons en loggia ou en alcôve. Et il y aura également des balcons ici sur des carrés avec l'espace commercial et des insertions métalliques grises sur des carrés à cet endroit-là également. Et l'aménagement paysager, évidemment, au rez-de-chaussée. Comme j'expliquais en début de présentation, le projet que je viens de présenter, c'est le même projet qui a été présenté au comité, au CCU, au comité consultatif d'urbanisme en avis préliminaire. Et parmi les commentaires que les membres du comité ont énumérés, c'est qu'ils étaient inconfortables avec l'implantation du bâtiment. Ce qu'on demandait, c'est d'avoir un recul de 2,5 mètres pour aligner le derrière du bâtiment avec le bâtiment voisin qui était juste à côté. Le requérant nous a soumis une lettre parce qu'il considérait que pour réaliser ça, ça avait des impacts négatifs assez importants pour la réalisation de son projet. Donc, le requérant nous a soumis un argumentaire pour démontrer, pour justifier, si vous voulez, l'implantation qu'il a préservée telle qui a été présentée au comité consultatif d'urbanisme du 26 mai. Donc, le projet doit prévoir 2 escaliers d'issue et un ascenseur qui représente approximativement 23 de la superficie de plancher par étage. Donc, on enlève 23 à chaque étage pour construire, de la superficie existante pour construire les logements. Donc, au total, on obtient une superficie de 208 mètres carrés par étage pour aménager le nouveau logement. Si on demande un recul de 2,5 mètres, on perd 23,23 mètres carrés par étage pour une superficie qui nous amène à 184,67 mètres carrés par étage. Donc, on vient encore d'autant plus réduire la superficie disponible pour aménager les logements. Selon le promoteur, une telle superficie disponible pour aménager les logements n'est pas viable financièrement et ne justifierait pas les coûts de construction du nouveau bâtiment. Et l'augmentation de la marge de recul impliquerait le retrait de 1 logement par étage. L'impact financier du retrait des 5 logements serait une perte de valeur du bâtiment qui varierait entre 1,4 million et 2,4 millions avec un salaire, si on peut un salaire, mais un loyer, si on impose un loyer moyen de 1 200 $ par mois. Donc, comment on peut illustrer ça? Comme on peut le voir ici, ce que j'ai fait, c'est que on a ressorti l'implantation du bâtiment voisin. Comme on peut voir, le bâtiment voisin qui se trouve être celui-ci, on a une vue sur la vue rustique. Il y a une partie de la cour qui est utilisée pour le garage intérieur et le bâtiment ici respecte un 2,5 mètres de dégagement par rapport à la ruelle.
Donc, on voit le nouveau, pas le nouveau bâtiment, mais on voit le bâtiment existant de 6800 Descaries qui est déjà pas mal à la limite zéro par rapport à la limite de la ruelle. Et on a un 4,26 mètres de dégagement. Donc, ici, on le voit bien en élévation. Il y a un dégagement, ou si vous voulez, il y a une avancée de 2,5 mètres par rapport au bâtiment existant sur la place rustique au coin de Descaries. Donc, si on regarde ce que ça a comme impact, à gauche, on voit le bâtiment proposé ou l'aménagement, l'implantation proposée et qui est soumise ce soir pour le comité de démolition, où on a 2 chambres. On a 4 logements par étage. Oups, excusez-moi. On a 4 logements par étage. Et si on fait un recul de 2,5 mètres tel que demandé pour aligner avec le bâtiment voisin, on retranche un logement par étage. Donc, au lieu d'avoir 20 logements, on se trouve avec 15 logements. Ce qui est un fait à noter, c'est que par contre, le 2 chambres à coucher est beaucoup plus spacieux à 928 pieds carrés comparativement à 577,3 pieds carrés. Mais comme pas le promoteur, mais le propriétaire l'a expliqué, financièrement, ça ne semble pas viable à faire cette option-là. Donc, présentement, maintenant, si on regarde l'aménagement paysager du site, donc au niveau de l'aménagement paysager du site, au niveau du sol, évidemment, on va venir faire une insertion d'arbustes ici, qui sont des silex Miserva, Blue Boy et Blue Girl, dont on voit une image à l'écran. Il y a également 4 mélanchés qui vont être implantés sur la rue Vizina et il va y avoir des hostas, entre autres, qui vont être plantés sur la devanture, sur des caries. Donc, on va avoir un pourcentage ou une augmentation de la végétation de 20% sur le site au niveau du rez-de-chaussée. Donc, ici, on voit les différents arbustes qui vont être plantés ou la différente végétation qui va être plantée au niveau du sol. Au niveau du toit également, comme je l'expliquais, le règlement demande que l'équivalent de 15% de la superficie du terrain soit aménagé en espace vert sur le toit. À partir de ce moment-là, on a le 15%. Par contre, ce 15%-là, il n'est pas nécessairement en pleine terre. Comme on peut le voir, il y a plusieurs éléments qui sont plantés dans des bacs. Par contre, toute la partie verte ici et ici, c'est en pleine terre, dans de la terre de 150 à 200 mm d'épaisseur ou de profondeur. Et ici, on voit les différents bacs, si vous voulez, ou les potagers qui vont être aménagés sur les toits avec les plantes. Malheureusement, je n'ai pas tous les noms de toutes les plantes, mais ça, ce sera des éléments que le propriétaire pourra déposer à la demande de permis. Donc, maintenant, on regarde les impacts au niveau de l'étude d'ensoleillement. On a pour l'équinoxe et les solstices. Si on regarde la façon qu'un carré est disposé, à droite, on a la situation existante, donc un bâtiment de 2 étages, le bâtiment existant. Et à gauche, on a le... Excusez-moi, ma souris est très sensible. Donc, à gauche, comme j'expliquais, on a le bâtiment de 6 étages. Ce qu'on peut remarquer au niveau de l'impact d'ensoleillement, il va surtout se traduire par d'ombrage sur le domaine public, que ce soit sur Vizina ou que ce soit sur Descaries, peu importe le temps de la journée qu'on regarde ou à quel équinoxe et solstice qu'on regarde, vraiment les impacts se limitent sur le domaine public et les bâtiments sur Vizina, les bâtiments résidentiels sur Vizina ne seront pas du tout impactés. Donc, à cet égard-là, il y a pas vraiment il y a un impact sur le domaine public, mais pas sur les propriétés voisines. L'étude sur les déplacements, on n'a pas demandé puisque notre règlement maintenant n'exige plus de minimum requis pour fournir des unités de stationnement. Donc, le propriétaire, en ne fournissant aucune unité de stationnement, respecte complètement les dispositions réglementaires. Malgré tout, on a demandé à notre service des bureaux techniques s'ils désiraient avoir une étude sur les déplacements. Ils nous ont répondu que non, ce n'était pas nécessaire compte tenu des nouveaux objectifs qu'on cherche à atteindre au niveau des véhicules et du stationnement et compte tenu également de l'ampleur du projet qui demeure somme toute un petit projet. Les impacts de ces 20 logements-là supplémentaires vont être vraiment négligeables sur la circulation locale. Donc, en prenant en compte tous ces points-là, on n'a pas demandé d'études de déplacement.
Donc, si je fais le tour ou si on fait l'analyse point par point, si on regarde l'état de l'immeuble, c'est les critères qu'on voit à gauche. Donc, on a 5 critères. On va répondre à chacun des critères. L'état de l'immeuble, le bâtiment ne représente pas de déficience structurelle majeure. La structure semble même plutôt en bonne condition. Et par contre, il n'y a pratiquement aucun élément qui est conforme aux normes d'aujourd'hui. Par la suite, on doit regarder la détérioration de l'apparence architecturale, du caractère esthétique ou de la qualité de vie du voisinage. Le bâtiment construit en 1957 n'a pas de valeur patrimoniale répertoriée. Le bâtiment ne contribue pas au renforcement ou à l'évolution du milieu bâti, comme on a pu le voir. La présence d'un immeuble industriel abritant des serveurs informatiques a peu d'intérêt pour le secteur. Le bâtiment est dérogatoire à la réglementation quant à la hauteur et à l'alignement de construction. Le critère suivant qu'on doit regarder, c'est le coût de restauration. Le coût de restauration n'a pas été évalué pour les raisons que je vais vous mentionner, puis comme je l'avais mentionné par avant. Il est impossible de restaurer le bâtiment existant pour l'intégrer à la nouvelle construction car il n'a pas la capacité de permettre l'ajout de plusieurs étages. Donc, au niveau structural, il n'est pas possible de soutenir les 5 étages, les 4 étages supplémentaires. La nouvelle empreinte au sol est différente de celle du bâtiment existant. En déplaçant les façades, les colonnes se retrouvent mal situées dans le volume intérieur. Le nouveau projet prévoit un sous-sol. Pour le réaliser, il faudrait une excavation complète sous le bâtiment existant. Vu la géométrie existante du bâtiment, cette opération serait difficile et dangereuse et voire impossible. Même s'il était possible de restaurer une partie du bâtiment pour l'intégrer au projet de remplacement, les travaux nécessaires pour réaliser cette opération exigeraient la démolition de plus de 50% du volume des façades du bâtiment existant. Donc, ça demanderait de toute façon une démolition. Par la suite, le prochain critère, l'utilisation projetée du sol dégagé, c'est un usage mixte, comme on a pu le voir. Proposer du projet de remplacement compatible avec le milieu environnant et constitue une grande amélioration pour le secteur. Le programme du projet de remplacement offre une diversité de typologies d'habitation pouvant répondre aux besoins locaux de la population. Pardon. La nouvelle construction s'intègre au nouveau développement à proximité sur le boulevard des Quairies par son architecture contemporaine. L'étude d'ensoleillement ne montre pas d'impact significatif lié au projet de remplacement en comparaison avec le bâtiment existant. Et la valeur patrimoniale de l'immeuble, l'étude patrimoniale a démontré que la valeur historique, contextuelle et structurelle est faible, puis le bâtiment n'est pas situé dans ce secteur patrimonial et ne fait pas l'objet d'une protection patrimoniale au niveau municipal, provincial ou fédéral. Donc, pour les raisons suivantes, la direction est favorable au projet. La demande satisfait aux critères applicables du règlement régissant excusez, là, je ne vois pas le mot, la démolition des immeubles. Le bâtiment visé par la demande de démolition présente peu d'intérêt patrimonial et ne possède aucune caractéristique architecturale représentative du secteur. L'usage résidentiel proposé du projet de remplacement est compatible avec le milieu environnant et constitue une amélioration de l'offre en logement locatif et commerce de proximité pour le secteur. L'implantation proposée permet d'optimiser la superficie de plancher, d'offrir 5 logements supplémentaires. Ça, c'était toujours en comparaison avec si on demande un recul de 2,5 mètres pour avoir un alignement avec le bâtiment voisin. Le bâtiment existant est dérogatoire à la hauteur minimale prescrite. Donc, le fait de démolir le bâtiment et de construire un nouveau bâtiment, on va réaliser un bâtiment conforme. Le règlement régissant la démolition des immeubles impose l'exigence de fournir une garantie bancaire d'un montant équivalent à 15% de la valeur du bâtiment et du terrain au rôle d'évaluation foncière, qui va assurer le respect des conditions imposées à l'exécution du programme de réutilisation du sol dégagé. Comme je l'ai expliqué, si jamais le projet est accepté, à partir de ce moment-là, il sera revu en révision structurale par le CCU pour évaluer les impacts pour atténuer le bruit. Vu qu'on est pas près, mais vu qu'on est sur le boulevard des Quairies. Et le verdissement du toit devra se conformer à l'article 386.2 du règlement d'urbanisme, notamment prévoir 15% de végétation sur le toit, qui est 15% de la superficie du plancher, qui représente 15% de la superficie du plancher sur le toit. Donc, ça fait la recommandation de la direction. Donc, suite à ce qu'on a vu, la direction recommande d'autoriser la demande aux conditions suivantes. Que les documents suivants soient soumis préalablement à la délivrance de certification de démolition. Donc, les documents qu'on va demander sont un plan de gestion des matériaux issus de la démolition, un plan de gestion et de mitigation des impacts du chantier,
un plan de gestion des matières résiduelles détaillé qui assure le déplacement de tous les déchets. À partir de ce moment-là, c'est de savoir qui met les déchets à l'extérieur, qui va faire l'entretien de la chambre à déchets, à quel endroit les déchets vont être installés à l'extérieur du bâtiment. Donc, c'est tous des éléments qui vont être demandés dans le plan de gestion détaillé. Une étude d'ingénieur en structure qui recommande des méthodes de démolition de manière à garantir la préservation de l'intégrité structurelle et coupe-feu du bâtiment mitoyen durant la démolition et la construction du nouveau bâtiment. Une étude acoustique formulant les recommandations conformément aux articles 122.12 et 122.13 du règlement d'urbanisme. Un plan d'aménagement paysager détaillant le toit vert et un plan d'entretien de toutes les plantations, une lettre de garantie bancaire au montant équivalent à 15 de la valeur du bâtiment et du terrain au rôle. Pardon. Qu'une demande de permis pour la construction d'un projet conforme à la réglementation d'urbanisme et au projet de réutilisation du sol dégagé soit déposée préalablement à la délivrance du certificat d'autorisation de démolition, et ce, dans les 12 mois suivant la présente approbation. Juste informer les membres du comité que la demande de construction, elle est déjà déposée. Par contre, le requérant est au courant que s'il y a des modifications qui sont demandées, il devra respecter les modifications ou les conditions qui seront imposées, soit par le comité ou éventuellement par le conseil d'arrondissement. Que les travaux de démolition soient entrepris dans les 6 mois suivant la délivrance du certificat d'autorisation de démolition et soient terminés dans les 12 mois suivant la délivrance du certificat d'autorisation de démolition. Donc, ça fait le tour de la présentation. Merci. Oui. Merci, M. Credico. Très, très clair, votre présentation. Merci pour l'information, analyse faite par votre service. J'aimerais indiquer au grand public qui nous regarde ce soir qu'effectivement, si le comité de démolition prend une décision ce soir, ce n'est pas la fin de la processus. Comme M. Credico a commencé, il y a toujours une période où le public peut aller en appel de la décision ou des éléments de la décision ou des recommandations dans les décisions. Ils ont 30 jours. J'aimerais juste souligner, ce n'est pas 30 jours ouvrables, c'est 30 jours. Et M. Credico, est-ce que les 30 jours commencent aujourd'hui ou demain? Parce que ça peut être fait une différence d'un jour. Le 30 jours, est-ce que c'est le 10 septembre ou le 11 septembre? Je crois que ça commence demain, donc ça doit finir, d'après moi, le 11 septembre, mais M. Manceau pourra confirmer. Là. La décision se prend ce soir, donc ça devrait commencer demain en temps normal. D'accord. Et également, s'il n'y a pas un appel qui va au conseil d'arrondissement pour trancher les éléments de cet appel, il y a des éléments de le projet de remplacement qui doivent revenir devant la CCU et répondre aussi au CCU avant qu'un permis soit émis. Donc, juste pour la compréhension du public, ce soir est une étape importante, mais pas la fin de la processus si ce projet avance. On arrive aux périodes des questions et commentaires du public. Je ne vois pas sur mon liste un membre du public, mais j'invite, s'il y a une, de signaler, lever la main pour être reconnu. S'il n'y a pas une, je vais aller tout de suite à la période des commentaires et questions des membres du comité de démolition. Donc, je conclus qu'il n'y a pas des membres du public avec nous ce soir. Pour les membres... Monsieur Rattrand, je veux juste une dernière diapositive, ça va aller très rapidement. C'est juste le rapport de consultation. On a fait un rapport de consultation écrite avant d'arriver au comité de démolition. C'est juste informé, comme j'ai fait au début, on n'a reçu aucun commentaire ou question des citoyens concernant cet élément-là. Donc, je voulais juste présenter le rapport de la consultation écrite. Merci beaucoup, M. Credico. M. Rattrand, pour votre information, nous avons 2 membres du public avec nous ce soir. OK. Ils sont pas présents sur mon écran. Pouvez-vous m'aider, M. Manceau? Est-ce que c'est quelqu'un qui peut s'exprimer ce soir? Donc, j'inviterai Mme Goldenberg et monsieur qui est identifié comme Sean. Si vous souhaitez prendre la parole, poser une question ou un commentaire, vous avez l'option de lever la main dans la barre d'outils Zoom en bas, dans le volet des participants. Vous pouvez lever la main. On va vous donner un petit 30 secondes pour le faire si vous souhaitez prendre la parole. Si vous levez la main, on va débloquer votre micro pour que vous puissiez prendre la parole. Et si vous ne souhaitez pas la prendre, nous allons passer à la prochaine étape dans les prochaines secondes. Donc, je ne vois toujours pas de main levée. Donc, nous pourrions
Madame Goldenberg, vous avez levé la main, on va débloquer votre micro. Bonjour, Madame Nona Goldenberg, je vous reconnais. Oui, bonjour. Bonjour, Madame Goldenberg. Hi. If you prefer to speak in English, you can Non, do. ça va, ça va. So, je voulais juste faire un commentaire concernant les matériaux choisis, la brique blanche, puis qui n'est pas souhaité sur la rue des Carrés, mais tout le projet de Westbury, c'est tout blanc. So, je voulais juste dire ça. Puis l'autre chose que je voulais dire, c'est que ce que j'ai dit à M. Credico, c'est que le 84% de utilisation du sol qui était permis pour le projet à côté sur le décarré et rustique, eux, ils ont utilisé leurs 84% de coverage qu'ils ont été permis. Puis, ça a donné le recul de 2,85 mètres du ligne de l'eau arrière. Mais nous, on a un terrain qui est beaucoup moins grand. Puis, je ne vois pas la raison qu'on devrait arriver en ligne avec eux dans la ruelle. On a un plus petit terrain, puis on veut avoir notre 84% de coverage qui est permis par le zonage. Excusez, je ne sais pas qu'elle avait terminé. Non, mais c'est ça que je voulais juste dire ça, que je pense qu'on devrait être capable d'avoir le 84%, comme le voisin a eu le droit d'avoir. M. Rattrand, si vous permettez, j'aimerais juste apporter une précision pour le 84%. Oui, vous pouvez faire les clarifications, mais je vais laisser la décision clairement aux membres. Oui, non, absolument. C'est juste, je vais apporter une précision. Effectivement, le requérant nous a, dans la lettre qu'il nous a envoyée, effectivement, il mentionnait que le bâtiment voisin, pour respecter la réglementation, il avait laissé un espace de 2,5 mètres. Je suis allé voir dans l'étude des permis par rapport à ce bâtiment-là, le taux d'implantation, en tout cas qui est indiqué, était à 75,73% de la superficie du terrain. Ceci étant dit, je ne sais pas si c'est parce que quand il a construit, il arrivait peut-être à, je ne sais pas moi, 85%, puis pour respecter la réglementation, il manquait un petit peu. Donc, au lieu de faire l'aide derrière du bâtiment avec un L, puis avoir un espace, pas avoir un espace perdu, mais avoir une construction, une partie de construction perdue, il a laissé tout son espace ouvert. Donc, c'est peut-être pour ça qu'il est rendu à 75%, mais je n'ai pas été capable de confirmer que c'était pour cette raison-là qu'il y avait le 2,5 mètres de recul avec la ruelle. Mm-hmm. OK, mais c'est juste parce qu'avec un petit terrain, comme vous avez mentionné dans la présentation, on est rendu à presque 25% de notre étage qui est pris par l'ascenseur pour les escaliers. So, ça fait que c'est très important, toute la superficie qu'on peut trouver. Merci. Je prends note de votre lettre datée le 16 juin qui explique effectivement ce que vous venez de nous dire ce soir. OK, ça va. Merci, Madame Goldenberg. Donc, on va passer aux questions et commentaires des membres. Je prends note que le 26 mai, vous avez émis certaines recommandations, certaines réserves. Il y a 3 ou 4 grandes questions qui sont soulevées. Le couleur de matériaux a divisé les membres du comité. La question de verdissement insuffisant, la question d'implémentation, la marge de recul, surtout, est la grande partie de votre discussion. Les requérants ont essayé de répondre avec une lettre qui est envoyée le 16 juin, signée par Mme Goldenberg et Ruben Goldenberg, qui explique leur point de vue, qui également Mme Goldenberg a repris aujourd'hui. Également, il y a l'étude d'ingénierie qui est déposée et quelques autres documents. Donc, j'invite les membres de la CCU de signaler s'il y a des questions et des commentaires avant qu'on fasse un débat général pour voir si on prend une décision ou non ce soir. Bon, je ne vois pas des noms. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Instant, panelist. OK. Merci, Madame Haj-Hamou. Oui. J'ai juste une question. Je veux juste m'assurer, en fait, pas m'assurer, mais je veux juste comprendre.
est-ce que le requérant qui a vraiment déposé des images un petit peu plus sous forme de bac, c'est exclusivement des bacs avec des arbres ou des fleurs qu'il veut proposer au niveau du toit? Ou est-ce que c'est juste des inspirations? J'ai vu qu'il y avait un concept paysager, mais je veux juste m'assurer, est-ce que tout est sur bac ou sur dalle? Merci. Moi, ce que je peux vous dire par rapport à ça, c'est que la majorité de la plantation au toit semble être sur bac. Il y en a une partie, ce qu'on voit en vert, c'est en pleine terre de 150 à 200 mm de profondeur. Par contre, notre règlement d'urbanisme au niveau des permis, pas notre règlement d'urbanisme, excusez-moi, le règlement de construction qui a été récemment modifié prévoit que les toits des nouveaux bâtiments, je crois, de plus de 3 étages, la structure du toit doit être capable d'accueillir éventuellement un toit vert ou un toit terrasse. Donc, à partir de ce moment-là, la construction de ce toit-là devra être en mesure d'accueillir de la végétation, un toit vert, peu importe. Bon. Madame Akawi? Oui, bonjour. J'aimerais faire un commentaire par rapport justement à ce plan que nous voyons parce que je trouve qu'il ne donne pas assez d'informations qui nous permettent de comprendre la viabilité des aménagements proposés. Puis je m'explique, je me pose les mêmes questions que Mme Hameau a posées. La hauteur des bacs, on ne les a pas. Les distances, les largeurs, les profondeurs, comment c'est construit sur le toit. Il nous manque beaucoup d'informations pour pouvoir juger de la viabilité de la proposition qui est présentée. Ensuite, par rapport au sol, j'imagine, Dino, vous pouvez nous dire, au sol, j'imagine que les végétations sont en pleine terre ou c'est sur dalle? C'est, je crois, en pleine terre. OK. Oui. Ouais. Parce que là, il y a eu, au niveau pour respecter la densité, finalement, ils ne creuseront pas tout le terrain, autrement dit. Okay. Donc, il y a une partie du terrain qu'ils vont pouvoir planter en pleine terre. OK. Donc, moi, ma crainte est vraiment beaucoup par rapport à l'aménagement du toit. Et j'ai aussi une question par rapport à la gestion des déchets parce que vous avez reçu l'information sur l'entreposage des déchets au sous-sol, mais le jour de la collecte, qu'est-ce qui va arriver? Où est-ce qu'on va mettre les bacs? Toute cette gestion-là, on ne la connaît pas. Hein? Non, effectivement, on ne la connaît pas. C'est pour ça que dans les conditions, on a demandé un plan de gestion détaillé des matières résiduelles qui concerne les 3 voies, compost, recyclage des matières résiduelles. On veut savoir qui va faire l'entretien. On comprend qu'il y a un concierge ou un homme de fer qui va s'occuper du bâtiment. C'est probablement lui qui va s'occuper de l'entretien et de sortir les vidanges, mais on veut vraiment que ce soit détaillé, que ce soit décrit. Donc, avec la demande de permis, dans les documents qu'on va demander, c'est un plan de gestion détaillé, un plan de gestion des matières résiduelles détaillé qu'il va devoir fournir. Oui, et Mme Akawi, vous pouvez exiger que ça devienne une recommandation qui est liée à une décision éventuelle du comité. Pas seulement celle du service, mais vienne comme une recommandation du comité également. Est-ce qu'il y a des autres membres qui veulent s'exprimer? Mme Douma? Lorsque le dossier a été vu le 26 mai 2021, il y avait eu des préoccupations soulevées concernant l'architecture du bâtiment. Je comprends que les préoccupations concernaient principalement la façade sur des carrés. Est-ce que je comprends correctement qu'il n'y a eu aucun changement par rapport à ce qui avait été vu le 26 mai? Je vais demander à mon collègue Frédéric Garcia, qui va être plus apte
que moi à répondre à cette question-là. Oui, il y a eu des modifications, c'est des légères modifications, mais Frédéric va pouvoir utiliser les bons termes pour expliquer les modifications, mais somme toute, ça demeure mineur. Dino, si je ne m'abuse, Frédéric n'est pas parmi nous. Ah, OK, je pensais qu'il était là parce que je l'avais invité. Je suis là, je suis okay. là, je suis là. Écoutez, somme toute, c'est le même projet qui avait été présenté. Il y a eu des petites modifications, notamment au rez-de-chaussée par rapport à la porte d'entrée du rez-de-chaussée. Mais sur l'ensemble, c'est le même projet, le même concept qui a été maintenu. Et le service était et maintient l'avis qu'une séparation plus nette entre la nouvelle construction et le bâtiment voisin aurait favorisé l'identité de la nouvelle construction. Donc, notamment l'élément au-dessus des balcons qui sont en retrait à la jonction du bâtiment voisin. Si cet élément-là était également en retrait ou de couleur foncée, on aurait un geste plus net, plus clair au niveau de l'identité du bâtiment sur le coin de rue. Voilà. Merci. Madame Douma, avez-vous une autre question? Oui, j'avais une autre question. En ce qui a trait à l'impact d'un retrait du bâtiment du côté de la façade arrière, d'après, j'ai bien vu la lettre des requérants, et on nous présente un plan selon lequel le retrait a un impact en diminuant d'un logement par étage le nombre de logements dans le bâtiment, mais en faisant par contre un logement de 2 chambres à coucher très grand. Est-ce que le service a vu un plan où on maintiendrait 4 logements par étage, mais avec des logements plus petits? Non, moi... 5 logements, je pensais. M'excuse, 4, vous avez raison, m'excuse. Non, moi, ce que j'avais demandé, c'est de faire une comparaison entre, mettons, un dégagement de 2,5 mètres ou 1,5 mètres. Le requérant, ce qu'il m'a informé, c'est que 1,5 mètres ou 2,5 mètres, c'est la même chose. Pour lui, il perd un logement supplémentaire. Donc, à partir de ce moment-là, il a pris l'option qui était demandée par le CCU, puisque c'était cela qui était demandé par le CCU, une option d'un recul de 1,5 mètres. J'imagine qu'on aurait le studio et une chambre à coucher qui serait légèrement plus grand. Ma question n'était pas par rapport à 1,5 ou 2,5 mètres, oui. Mais c'est juste parce que à l'œil, je ne vais pas faire le travail de l'architecte à sa place, mais à l'œil, je pense qu'il y aurait quand même moyen d'avoir 4 logements, mais 4 logements plus petits avec le retrait de 2,5 mètres. Mais on n'a pas cette démonstration. Non, ça, je n'ai pas cette démonstration-là. Merci. Merci, Madame Douma. Madame Manuel, avez-vous des questions? Sinon, j'aimerais savoir des membres, est-ce qu'ils pensent que c'est le temps pour aller à huis clos pour une discussion des membres du comité sur le suivi de ce dossier? Je pense que oui. Je ne sais pas ce qu'en pensent les autres, mais moi, je pense que c'est nécessaire. Je vais laisser peut-être les autres s'exprimer aussi. Je pense que c'est nécessaire aussi. Oui, moi aussi, je pense. Oui, moi aussi. Donc, j'appelle une pause dans la réunion publique. J'invite les membres à utiliser leur lien pour entrer dans le huis clos et on va recommencer avec la section publique de la réunion après le huis clos. Pour les membres du public présents, je ne peux pas vous dire qu'on revienne, mais je vous invite à rester quand même. Merci. Et je pose ces réunions et j'invite tout le monde à la huis clos dans 60 secondes. Merci. Je ne sais plus où je suis. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Non? Oui? Ah, OK. Bon. Je me vois. Un peu en écho, mais oui. Ah ouais? Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans mon... J'ai perdu ma caméra. En tout cas, c'est bon.
Mais est-ce qu'on doit retourner dans Google Meet ou si on reste dans Zoom? Je pense qu'on reste dans Zoom, non? Pardon. Bonjour tout le monde. On recommence dans un instant. Je regarde que nous avons un quorum, mais on manque une membre. Je donne une autre minute pour que tous les gens puissent se brancher. Pour les services, M. Monceau est présent. Est-ce que M. Credico est présent? Oui. Et Mme Bedard est présente également. M. Garcia nous joindre. Pour les membres du comité, je regarde Mme Haj Hamou, Mme Douma, Mme Al-Kawi. Je ne vois pas Mme Manuel. Mme Manuel vient d'entrer, donc la réunion est en séance encore. Monsieur Monceau, vous lèvez la main? Oui, mais je fais juste porter à votre attention que Mme Goldenberg a relevé la main, donc elle a peut-être une petite question de procédure, je ne sais pas. Peut-être que nous pourrions donner la parole à Mme Goldenberg. Oui, parfait. Mme Goldenberg, avez-vous un commentaire avant que les membres du comité commencent leur discussion publique? Oui. Le commentaire que je voulais juste apporter, c'est que quand la Ville a proposé de demander le marge de recul augmentée à 2,5 mètres, quand j'ai fait une étude de savoir comment on pouvait avoir encore 4 appartements, puis vraiment avec les nouveaux règlements concernant les accessibilités aux appartements, il y a beaucoup de règlements pour les grandeurs près des portes, pour tout ça. Ça fait qu'on ne peut pas avoir, même que j'ai des studios de à peu près 400 pieds carrés, je ne peux pas avoir 4 appartements par étage. Ça veut dire que quand j'ai discuté avec mon client, puis il a discuté avec M. Credico, que s'il ne pouvait pas avoir le 20 appartements à cause des conditions d'argent, il ne voulait pas procéder avec le projet avec seulement 3 appartements par étage. So, je voulais juste être claire avec la comité. Merci. Puis peut-être M. Erez, c'est une question d'argent. Si on fait on met une somme d'argent pour faire un projet, il faut avoir quand même des revenus pour ce projet. So, je parle pour mon client, mais il m'a dit clairement que s'il ne pouvait pas avoir le 4 appartements, 20 logements en tout, que ça ne faisait pas sens son projet. So, je voulais juste clarifier. Merci, Mme Goldenberg. J'invite les membres du comité de prendre connaissance de cette information additionnelle qui s'ajoute à la lettre de 16 juin et les commentaires initiaux ce soir de Mme Goldenberg. Donc, j'invite les membres du comité de faire des recommandations et de faire des commentaires. Est-ce qu'il y a un membre qui veut parler premièrement? J'ai besoin de quelqu'un de lever leur main pour commencer cette discussion. Madame Haj Hamou. Encore une fois, en fait, comme moi, ce que je veux réitérer, c'est que le projet, il n'est pas tout à fait, je trouve qu'il n'est pas encore tout à fait satisfaisant pour avoir été là dans les je pense que c'était la séance en mai, pour avoir déjà regardé le projet. On avait demandé quand même de revoir sensiblement le parti architectural, notamment côté des Caries. Personnellement, je ne parlerai pas de la marge de recul qui a été demandée, mais je pense qu'il y a matière à bonifier le projet dans l'expression architecturale qui est côté de Descaries, notamment la fenestration. Je comprends aussi qu'on ne veuille pas avoir de grandes fenêtres côté Descaries,
mais il y a quand même un traitement qui je trouve qui laisse à désirer. Donc, personnellement, je ne suis pas satisfaite avec le projet. Je pense qu'il y a encore, on n'est pas très loin, mais je pense qu'il y a matière à amélioration au niveau de la facture architecturale, au niveau du projet de remplacement. Est-ce que ça, c'est une recommandation pour accepter ou rejeter le projet? Moi, je pense qu'on n'a pas trop le choix parce qu'on ne le reverra pas au CCU, ce projet-là. Donc, moi, je pense que pour l'instant, ce n'est pas vraiment un projet qui peut être accepté dans sa forme actuelle. Merci. Je vais inviter les autres de commenter cette proposition, aussi de donner leur point de vue. Madame Akawi. Oui, je suis du même avis que Madame Hachamou au sujet de la façade sur Décarie, puis je m'explique. Dans le fond, c'est la fenestration. Quand on la regarde, ça donne l'impression que c'est un côté, c'est pas une façade officielle. Donc, on pense que la fenestration a besoin d'être revue. Mais il y a aussi d'autres éléments qui m'inquiètent beaucoup plus aussi. C'est la gestion des déchets. On nous dit qu'on va soumettre les plans pour comment on va traiter les déchets. Mais moi, comme une collègue disait, entre soumettre un plan puis soumettre un plan qui va être acceptable, il y a une marge. Donc, on veut savoir de quelle manière les déchets seront traités ou les bacs à déchets, les journées des collectes. Ça, c'est un autre point. Un autre point, c'est par rapport à la végétation sur le toit. Je crois que le plan d'aménagement du toit n'est pas au point. Il ne spécifie pas de façon ni technique, ni composition, de quelle manière ça va être viable, ce toit-là. Et pour toutes ces raisons-là, je propose le refus du projet pour qu'on puisse le revoir de façon adéquate. Merci. Il y a déjà 2 membres du comité qui proposent de rejeter le projet. Je vais inviter Mme Dumas de s'exprimer. Est-ce que vous êtes d'accord ou contre cette proposition de rejet? Et bon, j'aimerais entendre vos argumentations. Je partage ce qui a été exprimé par mes collègues. Le projet est incomplet à certains égards là, au niveau de la végétation sur le toit, au niveau de la gestion des déchets. Je me tiens un inconfort par rapport à l'implantation proposée qui va jusqu'à la ruelle. J'ai bien entendu ce que l'architecte nous a expliqué, mais j'aimerais mieux comprendre de la part du service quelles sont les contraintes qui empêchent de faire 4 logements. Et par ailleurs, tant qu'on ne sait pas comment vont être gérés les déchets, j'ai aussi l'impression que d'avoir un certain dégagement du côté de la ruelle pourrait être une solution qui aide à la gestion des déchets. Alors, c'est encore un élément d'information qui nous manque en ce moment pour prendre une décision. Merci, Mme Thomas. Mme Manuel, vous êtes le 4e membre présent ce soir. Avez-vous un point de vue partagé, ce que les autres ont dit ou non? Oui, tout à fait. En fait, je ne vais pas m'attarder. Donc, c'est vrai que je partage en fait l'opinion de mes collègues, notamment sur la gestion du couvert végétal et tout ce qui concerne la gestion des déchets. Ceci dit, pour le recul, moi, ce n'est pas vraiment le point qui achoppe, mais notamment pour tout le reste, la composition architecturale sur les carrés, ça, je suis complètement d'accord que il y a quand même matière à amélioration. Merci, Mme Manuel. Monsieur Monceau, pour le service, j'aimerais que vous consacrez au procès-verbal qu'il y a rejet unanime des 4 membres du comité qui étaient présents ce soir. Et le compte-rendu doit noter leur raisonnement. J'invite le grand public, incluant les requérants, de savoir il y a 30 jours de faire un appel si il veut le faire. Un appel n'est pas nécessairement contre une décision en faveur, ça peut être contre une décision
négative ou n'importe quelle recommandation qui a été faite. Dans ces cas, il n'y a pas de recommandation, il y a une rejet de le projet. Une fois qu'un appel est reçu, les services vont dresser un dossier qui va éventuellement être devant le conseil d'arrondissement pour une décision finale. Je remercie les membres du comité pour leur présence et contribution ce soir. Je remercie les membres du service pour leur travail dans le dossier et leur présentation qu'ils ont faite ce soir. Et je remercie les requérants, m'excuse l'architecte des requérants pour être présent ce soir pour avoir répondu aux questions. Je déclare clos la séance de ce soir, mais avant de le faire, je dois donner un mot de la fin s'il existe pour les membres du service. Avez-vous quelque chose additionnel à ajouter? Monsieur Manceau. Simplement de vous remercier d'avoir présidé ce soir, Monsieur Rotran, et de remercier tout le monde de leur présence et de leur professionnalisme. Donc, bonne soirée à tous. Merci. Je déclare la séance clos. Bonne soirée à tout le monde. Au revoir. Merci. Bonne soirée. Merci, bonsoir. Bonne soirée.